vidéo qui concerne le cours de gestion financière. Et donc cet épisode serait consacré effectivement aux indicateurs d'évaluation des projets d'investissement. Il s'agit effectivement de 4 indicateurs qu'on va voir tous ensemble, mais on va essayer de voir un tout petit peu un résumé pour chaque indicateur. Et donc on va commencer par la définition de l'indicateur, puis sa formule de calcul, et puis sa interprétation, ou bien les conditions qu'il doit vérifier pour justement prendre la décision et si le projet est rentable ou s'il n'est pas, ou il n'était pas rentable. Et puis en fait, en troisième lieu, on peut donner un exemple effectivement pour chaque indicateur. D'accord? Dans les 4 indicateurs d'évaluation des projets d'investissement, il s'agit en premier lieu de la valeur actuelle nette, ce qu'on appelle la VAN, la valeur actuelle nette. Valeur actuelle nette. Et puis, donc ça c'est le premier. Le deuxième qu'on va justement approcher ensuite, c'est l'indice de profitabilité. Le troisième, c'est le taux interne de rentabilité où les dépenses tirent. Et puis en quatrième lieu, c'est le délai de récupération du capital investi, ou bien le DRCI, comme cible. On va commencer par la valeur. Et donc la valeur actuelle nette, c'est effectivement on va dire, c'est le bénéfice, c'est le niveau de trésorerie nette, justement, qui est généré par le projet. Et donc, c'est la valeur nette du projet, justement, en faisant la différence entre l'ensemble des encaissements que l'entreprise avait justement dégagés grâce au projet, et effectivement sa différence avec l'ensemble des décaissements qu'il a dégagés effectivement à l'occasion toujours de ce projet. Et nous avons dit qu'effectivement on ne peut pas comparer les montants, puisque effectivement la dépense initiale et le besoin de financement global initial il est fait au début de la période, et les cash flows ils sont étalés dans le temps, à la fin de chaque année. On a effectivement l'hypothèse recevoir un cash flow. Et donc, pour comparer un montant d'aujourd'hui avec un montant d'ici 5 ans, donc c'est incomparable à cause effectivement de la valeur de l'argent qui se perd avec le temps. D'accord? Et donc, l'argent il perd sa valeur avec le temps à cause de l'inflation, et donc ça raison pour laquelle on active, comme nous avons dit dans des vidéos précédentes, on active effectivement le principe d'actualisation pour amener la valeur de l'ensemble des cash flows futurs à leur valeur présente, c'est-à-dire à leur valeur actuelle, pour effectivement avoir la même unité de mesure, effectivement pour voir est-ce que le projet est rentable ou est-ce qu'il n'est pas rentable. Et donc bien sûr, avant de faire la formule de calcul de la VAN, le projet est rentable si seulement si la somme des flux entrants dépasse la somme des flux sortants, d'accord? Ou bien la somme des encaissements dépasse la somme des décaissements, d'accord? Et donc effectivement, la VAN, il s'intéresse effectivement à faire la somme des encaissements, de laquelle on déduit la somme des décaissements, ou bien effectivement la dépense initiale, ou bien l'investissement initial, d'accord? Et donc si je passe effectivement à voir la somme de la VAN comme comme formule de calcul, il est effectivement égal à la somme des cash flows, d'accord? Bien sûr, l'indice T, il varie de 1 jusqu'à N, des cash flows T, d'accord? Que multiplie le coefficient d'actualisation, et non pas le taux d'actualisation. Le coefficient d'actualisation, c'est 1 plus I à la puissance, dites-moi s'il vous plaît, moins T ou moins N? Moins T, tout à fait, parce que c'est T qui change, c'est T qui est un indice qui change. Donc T allant de 1, c'est-à-dire l'année 1, jusqu'à l'année N, c'est la durée de vie du projet. Et donc à la puissance moins T. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ici?
j'ai fait la somme de quoi? La somme des cash flows, effectivement, c'est-à-dire les encaissements. Ou bien les phénomènes de trésorerie, après, justement, déduction des encaissements, des décaissements, des encaissements. D'accord? Et donc, je dois déduire la dépense initiale. La dépense initiale, sachant que la dépense initiale, c'est, nous l'avons vu l'autre fois, c'est l'investissement initial et s'il y a un BFR, une variation du BFR initial égale. D'accord? Et donc, c'est la première formule de calcul. Il y a une autre formule justement qui découle de la première. La vanne, elle est égale, on a le droit de mettre cette deuxième formule. C'est la somme des cash flows indicités, bien sûr actualisée, en multipliant par le coefficient d'actualisation, mais cette fois-ci t allant de 0 jusqu'à n. Et donc, c'est la deuxième formule de calcul de la vanne, justement. Pourquoi je n'ai pas déduit la dépense initiale ici? Pourquoi on n'a pas déduit la dépense initiale? Oui, parce que nous avons commencé par t est égal à 0, c'est-à-dire nous avons commencé des cash flows du début de la période. Vous savez, ici, au niveau du tableau, du calcul des cash flows, au niveau du tableau du calcul des cash flows, là, quand il s'agit, par exemple, ici même, si par exemple l'investissement initial, il est de, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, de 10, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, au début de la période, est-ce que l'entreprise réalise une CAF? Au début, c'est-à-dire, il n'a pas encore fait marcher la machine. On vient de vouloir commencer. On n'a pas encore commencé. Est-ce que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a des chiffres, des charges? Et donc, on n'a pas un résultat d'impôt, on a une CAF qui est égale à combien? Qui est égale à 0. Et donc, bien sûr, est-ce qu'on aura effectivement une valeur résiduelle? Une valeur résiduelle, ça concerne la fin de la durée de vie du projet, la récupération du BFR aussi. Et donc, généralement, ici, le cash flow de la période 0, quand t est égal à 0, quand t est égal à 0, c'est-à-dire quand t, ici, quand t est égal à 0, c'est-à-dire au départ, quand t est égal à 0, et donc ici, c'est le cash flow de la période 0, que multiplier 1 plus i à la puissance moins t, c'est-à-dire moins 0. Et donc, c'est quand t est égal à 0, donc le cash flow, il est écrit comme ça, cash flow de la période 0, que multiplier 1 plus i à la puissance moins 0. Et donc, a à la puissance 0, mathématiquement, est égal à 1. D'accord? Donc, a à la puissance 0 est égal à 1. Et donc, là, est égal au cash flow 0. Et donc, le cash flow actualisé de la première période, elle est égale, mais de la première période, mais au début du projet, c'est-à-dire la période 0, elle est égale au cash flow de la période 0. Et bien sûr, je reviens sur ce tableau pour voir le cash flow de la première ou bien du début du projet. Le cash flow du début du projet, c'est moins 18. Et moins 18, ce n'est rien que, dans ce cas, c'est moins 10, moins 8. C'est l'investissement initial plus le BFR, avec un signe moins bien sûr. C'est la dépense, c'est moins la dépense initiale. Donc c'est comme si, donc je vais mettre moins 18 et plus cash flow de la période 2 plus cash flow de la première, puisque c'est la somme. Je voudrais ici voir la somme des cash flows. C'est comme si j'ai écrit la somme des cash flows t est égal à t allant de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire t est égal à 1, c'est-à-dire je vais commencer par cette partie, par les cash flows de cette partie. Et à la fin, je vais mettre moins la dépense initiale. Mais si je voudrais faire cash flow, c'est la somme des cash flows avec un t est égal à 0 au départ, comme point de départ, je vais commencer par là. C'est comme si, mathématiquement parlant, j'ai fait la somme de cela, moins la dépense initiale. Ou là, je peux mettre effectivement la somme de tout ça et ça va revenir au même. C'est comme si j'ai mis les cash flows
les cash flow du projet à partir de t égale à 1, moins le cash flow de la période 0, qui est bien sûr, qui coïncide généralement avec la dépense initiale. D'accord? Et donc c'est la formule de calcul de la valeur actuelle nette. Maintenant, donc, nous avons vu la définition, la formule de calcul, maintenant l'interprétation. Quand, ou bien quelle est la condition que la valeur actuelle nette doit vérifier pour effectivement parler d'un projet qui est rentable ou d'un projet qui n'est pas rentable, à votre avis? Tout simplement, il faut que la vanne, oui, effectivement, c'est vrai, que la vanne doit être strictement positive. Pourquoi strictement positive? Parce qu'effectivement, elle doit vérifier la condition que la somme des cash flows, la somme des cash flows actualisés doit être supérieure à la dépense initiale. Si les cash flows actualisés dépassent la somme de ces cash flows, dépasse la dépense initiale, on va dire que le projet est rentable puisqu'il génère un surplus, un bénéfice après recouvrement, après le fait de couvrir l'ensemble des décaissements et l'ensemble effectivement de la dépense ou bien de l'investissement initial. Et donc on va dire que le projet il est rentable. Et donc récapitulant en définitive, un projet est rentable si seulement si sa valeur actuelle nette est largement positive, dépasse largement 0. Si on se pose la question par rapport si on a effectivement deux projets, si on a deux projets et qu'on nous demande d'utiliser la vanne pour choisir quel est le projet à retenir des deux projets. Et donc, eh bien, la réponse est simple. En utilisant cet indicateur-là, je vais choisir le projet dont la vanne est la plus grande, la plus élevée, tout à fait. Donc, je vais choisir la vanne, mais le projet dont la vanne est la plus importante, puisque c'est lui qui génère plus de bénéfices, qui couvre les dépenses initiales et qui génère un surplus d'argent qui est un peu plus important que par rapport au projet. D'accord? Très bien. Et donc, effectivement, c'est le premier indicateur. Passons maintenant, s'il vous plaît, au deuxième indicateur qui est l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, et donc, bien sûr, c'est un indice, comme son nom l'indique, c'est un indice qui présente effectivement, si vous voulez, combien génère un dirham d'investissement, combien il génère effectivement de bénéfices. Et donc, il n'est pas loin de la signification, de la logique ou de la conception d'approche de la vanne, mais il découle de la vanne, effectivement, en sachant que l'indice de profitabilité est égal, effectivement, au rapport entre la somme des cash flows actualisés et la dépense initiale. C'est un rapport, puisque c'est un indice, donc je vais mettre somme des cash flows indices T, bien sûr actualisé à la puissance moins T allant de 1 jusqu'à N sur la dépense initiale. Et donc effectivement c'est la formule de calcul de l'indice de profitabilité. On peut effectivement avoir une autre signification, bien une autre écriture, une autre formule de calcul qui est un peu simplificatrice, ou bien qui fait apparaître la vanne dans la formule. Donc si je voudrais exprimer l'indice de profitabilité en fonction de la vanne, qu'est-ce que je vais écrire? Indice de profitabilité, il est égal. La somme des cash flows, cette somme des cash flows là, elle est égale à quoi? Si je reviens à la formule numéro 1, bien à l'équation numéro 1. Si je voudrais exprimer la somme des cash flows en fonction de la vanne. Donc la somme des cash flows, c'est la vanne plus DI, tout à fait, très bien. C'est la vanne plus la dépense initiale, c'est le numérateur. Maintenant, on va voir le dénominateur. Le dénominateur, c'est la dépense initiale. Et donc, je vais simplifier encore pour, justement, donc ça implique que l'indice de profitabilité est égal à la vanne sur la dépense initiale, la vanne, le rapport entre la vanne et la dépense initiale, plus la dépense initiale sur la dépense initiale, donc ça
par exemple on vous demande dans un exercice ou dans un cas réel, vous connaissez la vanne, vous avez la donnée, donc la vanne est donnée, et on vous demande de calculer l'IP, tout en sachant que les cash flows ils ne sont pas donnés au niveau de l'exercice, je peux utiliser cette formule en utilisant effectivement la formule qui dit, ou bien qui présente, ou bien qui exprime l'indice de profitabilité en fonction de la vanne. Maintenant, on va voir la signification de l'indice de profitabilité. Et donc, avant la signification de la condition, d'abord. La condition qu'il doit vérifier. La condition que l'indice de profitabilité doit vérifier pour effectivement dire que c'est un projet rentable. Très très bien. Donc, supérieur à 1, vous avez dit. Supérieur à 1. Tout à fait, très bien. Et donc, si je voudrais parler d'un projet qui est rentable, on doit vérifier, si vous voulez, la condition que la somme des cash flows actualisés doit être supérieure à la dépense initiale. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'indice de profitabilité, c'est un ingrédient qui découle de la vanne. Il a la même signification. Si la somme des cash flows dépasse la dépense initiale, c'est que la vanne est positive. Et en même temps, c'est que l'IP est supérieur à 1. Donc là, la vanne doit être supérieure largement à 0, mais l'indice de profitabilité, il doit être supérieur largement à plus il est supérieur à 1, plus le projet il est intéressant. Si on a deux projets à choisir parmi deux projets, et le plus rentable, effectivement, je vais choisir le projet dont l'IP est le plus élevé. Par exemple, un indice de profitabilité de 1,2. Qu'est-ce que ça signifie? Un indice de profitabilité qui est égal à 1,2. D'abord, est-ce que le projet est rentable ou non? Oui, le projet est rentable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la condition est vérifiée. L'indice de profitabilité est supérieur à 1. Très bien. Mais la signification, c'est que chaque dirham investi, tout à fait, entraîne un bénéfice de 0,2 très bien investi. Donc, chaque dirham investi au niveau de ce projet génère et entraîne un bénéfice, un surplus de 0,2 dirhams par bénéfice. D'accord? Très bien. Il nous reste maintenant le troisième, je dirais, indicateur. Effectivement, le troisième indicateur, c'est le tir. D'accord? C'est le tir. On va stopper. Indicateur d'évaluation du projet d'investissement, il s'agit du taux interne de rentabilité. Et donc, par définition, le taux interne de rentabilité, par définition, c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Le tir est un taux d'actualisation, c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Ou bien le tir est le taux d'actualisation pour lequel la vanne est égale à 0. Et donc je vais exprimer cette phrase sous forme d'une formule, d'une expression. Et donc le tir, c'est lui qui justement annule la vanne. Si j'écris la somme des cash flows T allant de 1 jusqu'à N, des cash flows T, que multiplie 1 plus I à la puissance moins P, moins la dépense initiale, qu'est-ce que ça doit être égal ici? Qu'est-ce que je dois écrire? Égal à la vanne. Très bien. Si j'écris comme ça, je dois impérativement écrire égal à la vanne. Mais du moment où je remplace le I, le taux d'actualisation, par le tir, à la puissance moins P, là, j'ai le droit d'écrire égal à 0, parce que le tir, par définition, est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Je vais mettre égal à 0. Je vais mettre égal à 0. Très bien. Et donc, bien sûr, c'est égal à 0, ou bien pour gagner de l'espace, je vais mettre la somme des cash flows actualisée égale
multiplier 1 plus tir à la puissance moins n est égal à quoi? À la dépense initiale. Maintenant, si je touche les tirs, est-ce que c'est juste? Est-ce que cette équivalence est juste? Est-ce que cette expression est équivalente à celle? Elle est équivalente à celle. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque, justement, sachant qu'on est en train de voir la méthode de calcul du tir. Parce que nous, on cherche à évaluer un projet en utilisant l'indicateur du tir. Et donc, on doit savoir, on doit évaluer, on doit donner une valeur au tir. Très bien. Et donc, bien sûr, les cash flows, ils sont connus, n'est-ce pas? La dépense initiale, elle est connue. La seule inconnue, c'est le tir. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On est face à une équation de combien d'inconnus? D'un seul inconnu, mais la difficulté réside dans le fait que c'est une équation de quel degré? De nème degré, à la puissance n. À la puissance n. Donc, c'est très difficile de la résoudre. Ça nécessite effectivement des systèmes mathématiques de plus en plus compliqués. Et donc, pour effectivement combler à ce problème, on va procéder comment? On va procéder comment? Donc, la première, je dirais, solution qui vient à l'esprit, c'est le fait de faire le tâtonnement. Tâtonner. Donc, remplacer le tir par 10% et voir est-ce qu'on va avoir des. Sinon, on remplace par 11%, on remplace par 9%, jusqu'à ce qu'on trouve la dépense initiale. Mais est-ce que c'est pratique? C'est pas pratique du tout. On peut rester même un mois à tâtonner et en fin de compte, on ne va pas trouver le résultat. Donc, c'est pas pratique. Très bien. Du moment où c'est pas pratique, on a besoin effectivement d'utiliser des logiciels. D'accord? On peut utiliser Excel, la fonction tir d'Excel. Donc, elle est pratiquement très facile à utiliser, c'est la fonction tir. Ou bien, je peux utiliser effectivement la calculatrice. J'ai fait déjà une vidéo qui explique déjà comment calculer le tir en utilisant une calculatrice. D'accord? Mais bien sûr, si je n'ai pas une calculatrice et si je ne peux pas utiliser Excel au niveau d'un examen, peut-être que je peux effectivement procéder à une autre manière. Elle s'appelle effectivement la méthode d'interpolation linéaire. Donc, bien sûr, quand on exprime la vanne, en fonction du taux d'actualisation, on exprime la vanne du taux d'actualisation, qu'est-ce que j'aurai? La vanne et le taux d'actualisation. Dans un repère orthonormé. À votre avis, la question que je vous pose, quelle est la relation qui lie la vanne avec le taux d'actualisation? Autrement dit, la vanne est une fonction croissante ou décroissante du taux d'actualisation. Pour mieux comprendre, on va rappeler l'expression de la vanne. La vanne elle est égale à la somme des cash flows, actualisés bien sûr, sur la somme des cash flows. Chaque cash flow, la somme des cash flows que multiplie 1 plus i à la puissance moins t, ou bien sur 1 plus i à la puissance t, exactement, très bien. T, donc 1 plus i à la puissance t. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le t il est toujours positif, le i il est toujours positif, le 1 bien sûr par nature il est positif, et donc la vanne avec le i, ils ont effectivement une relation qui est inverse. Et donc ils sont en relation, comment on l'appelle? En corrélation négative. Si la vanne augmente, le taux d'actualisation diminue. Ou bien autrement dit, si le taux d'actualisation diminue,
la vanne augmente. Vous voyez, si je mets 2 égale 10 sur 5, si je voudrais augmenter 2, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais diminuer le dénominateur. Et donc, si je divise 10 sur 10, je vais avoir 1. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le dénominateur pour avoir un résultat minime. Et donc, cette fonction et celle-là, ils sont en corrélation négative. Ils varient dans des sens qui sont différents. Et donc, bien sûr, la vanne et le i varient dans des sens qui sont différents. Comment je peux tracer la vanne, la courbe de la vanne? Du moment où le i augmente, plus le i augmente, c'est-à-dire plus je me déplace à droite ou je m'éloigne de l'origine des deux axes, et donc la vanne elle doit être moins importante. D'accord? Et donc c'est vanne. Puisque effectivement la vanne, c'est une fonction qui pourrait être positive, s'annuler à l'occasion de l'intersection de la vanne avec l'axe abscisse, et puis devient négative. Donc effectivement, c'est la courbe de la vanne. D'accord? Et ce point-là est complètement fort. Tout à fait, très bien. C'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Mais c'est le taux d'actualisation pour lequel la vanne est égale à 0. Donc là, c'est le tir. Si par exemple ici, c'est le tir du projet 1. Si par exemple c'est le projet 1, très bien. Si je me déplace vers la droite, vanne d'un deuxième projet. Quel est le projet que je dois retenir? Le projet 1 ou le projet 2? Si je voudrais choisir entre un projet et un autre, je dois activer le premier indicateur. Quel est le premier indicateur? La vanne. Et donc activez-le pour répondre à la question. Là, si on active la vanne comme indicateur d'évaluation du projet, de la rentabilité du projet, la vanne 2, elle est supérieure à la vanne 1. N'est-ce pas? Puisque généralement en mathématiques, en géométrie, plus je me déplace à droite, et plus j'aurai des valeurs qui sont plus importantes. Plus je m'éloigne de l'origine des axes, et que je suis en train d'augmenter un peu la valeur de la vanne. Et donc la vanne 2, elle est supérieure à la vanne 1. Et donc le projet à retenir, c'est le projet 2, puisque ça présente la vanne la plus importante. D'accord? Il présente la vanne la plus importante, effectivement. Donc effectivement, je prends le projet, la vanne, le projet 2, c'est-à-dire ici, c'est le tir numéro 2. N'est-ce pas? Je prends le tir numéro 2. Vous voyez? Et donc, pour répondre à la question, quelle est la condition que le tir doit vérifier pour dire que le projet est rentable ou non? C'est que je dois justement choisir le projet dont le tir est le plus important. Je dois choisir le projet dont le tir est le plus important. Je m'explique. Bien sûr, le tir, c'est le taux d'actualisation. D'accord? C'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Imaginez par exemple, je vous donne. Vous savez pourquoi on choisit le projet dont le tir le plus important et le projet le plus rentable, le projet le moins risqué? C'est qu'effectivement, le taux d'actualisation, il concerne la conjoncture économique. Vous savez, le taux d'actualisation, nous avons déjà discuté ça les séances précédentes. Le taux d'actualisation et le taux d'intérêt. En quoi ils diffèrent? Bien sûr, le taux d'actualisation, c'est le coût du capital, il intègre la prime du risque. En plus du taux sans intérêt, du taux sans risque, plus la prime de risque. C'est ça le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, il prend en considération l'inflation, le risque, le sacrifice d'attente, ça on en avait déjà discuté. Et donc plus le tir augmente, et donc effectivement le projet est moins risqué. Je vous donne un exemple très concret. Imaginez par exemple une conjoncture qui présente un I ici. Un I1.
quel est le projet à retenir? Quel est le projet à retenir? Si par exemple la conjoncture fixe un taux d'actualisation qui est égal à I égale à I1, quel est le projet que je vais retenir? Donc, pour le premier projet, c'est la vanne 1, n'est-ce pas? Mais pour le deuxième projet, là c'est. J'ai mal. Parce que c'est asymptotique, d'accord? Et donc, pour le I1, si je prends le projet 2, je vais avoir une vanne plus importante. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que c'est le projet 1 ou le projet 2? Bien sûr, je vais prendre le projet 2 les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va me générer une vanne très intéressante, géométriquement parlant, d'accord? Il va me présenter une vanne très intéressante que par rapport à la vanne du projet qui est toute petite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Maintenant, imaginez la conjoncture de l'État, ou bien la conjoncture de l'économie nationale est devenue un peu, bien le pays traverse une crise, par exemple. Il y a le taux de risque qui s'est élevé. Et donc le taux d'actualisation, il n'est plus là. Les investisseurs, ils seront plus exigeants parce qu'ils opèrent dans un domaine, dans une conjoncture très risquée. Donc ils vont augmenter, si vous voulez, leur exigence, c'est-à-dire le minimum de taux de rentabilité, il va passer à ici. S'il passe à I2, là c'est I1. Donc la conjoncture, elle était bien, le taux d'actualisation, il était là. Mais quand la conjoncture devient difficile, le taux d'actualisation, il a avancé. Il est devenu élevé. Quel est le projet à retenir? Puisque pour le premier projet, la vanne, elle est comment? Elle est négative, donc c'est à rejeter. Mais pour le projet 2, il reste toujours rentable. Même avec une conjoncture très difficile, il reste encore toujours rentable. Et donc pourquoi, à votre avis? Parce qu'effectivement, son tir, il est plus élevé. C'est-à-dire que ce projet, il est confortable, il est moins risqué. Même si le taux d'actualisation passe à I3, même si la conjoncture s'aggrave encore, le projet 2, il reste toujours rentable. Grâce à quoi? Effectivement, grâce à son tir qui est plus élevé. Donc c'est plus confortable. Récapitulons, un projet à retenir, c'est un projet dont le tir est le plus élevé que possible. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui accepte même, justement, qui est rentable même dans une conjoncture qui est de plus en plus difficile. D'accord? La question maintenant qui se pose, c'est que comment on peut effectivement calculer le tir? Puisque nous avons dit que c'est très difficile de procéder par tâtonnement, donc c'est très difficile, et donc effectivement on procède par interpolation linéaire. C'est ce qu'on appelle la méthode d'interpolation linéaire, et il prend, ou bien il se base sur des sommations théoriques de la règle de Thalès. La règle de Thalès que vous avez vue au collège, vous vous rappelez de la règle de Thalès, là où il y a effectivement un triangle, et un des deux côtés est parallèle, une droite qui est parallèle à un des deux côtés. Donc cette distance sur celle-là égale à cette distance sur celle-là. Donc quand on a effectivement dégagé une équation, c'est facile de résoudre l'équation à un premier degré et un seul inconnu. D'accord? On va appliquer cette règle de Thalès dans ce schéma-là. Et donc effectivement, je dois avoir, pour avoir cette expression, je dois effectivement prendre un I1 et un I2. Qu'est-ce que vous remarquez? Oubliez s'il vous plaît la vanne 2. Restons toujours dans la vanne 1, dans le projet 1. Donc pour calculer le tir 1, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais calculer une vanne positive avec un I et une autre vanne négative avec un I2. Donc je dois avoir I1 pour lequel la vanne est positive et un I2 pour lequel la vanne est négative. Pour effectivement avoir 3, 1, 2, 3 positions. 1,
plus de 3 positions. D'accord? Donc je dois chercher à avoir 3 positions effectivement pour avoir à appliquer la règle de Thalès. Effectivement, donc là, si j'ai un I1 avec une vanne positive et un I2 avec une vanne négative bien sûr, et donc effectivement j'aurai tout simplement une équation par interpolation linéaire. Par interpolation linéaire, je vais avoir ce schéma. Je vais avoir ce schéma pour que je puisse vous faciliter la tâche. Donc là c'est le I et là c'est la vanne. Le tir, il correspond à quelle vanne? Le tir correspond à la vanne égale à 0, tout simplement. Et le I1, il correspond peut-être à une vanne. Je dirais 1. Mais pour ne pas avoir une confusion, je vais effacer le tir. D'accord? D'accord? Et un I2 qui correspond à une vanne 2. Sachant qu'effectivement, quand vous voulez faire le tâtonnement, il faut mettre présent à l'esprit que le I et la vanne varient dans deux sens différents. Par exemple, si je voudrais avoir une vanne négative, je dois élever le I. Si je voudrais avoir une vanne qui est positive, je dois réduire le I. D'accord? C'est un principe. Et donc, effectivement, tout simplement, j'aurai à appliquer la formule via la règle de Thalès en faisant quoi? En prenant cette distance 1 sur distance 2 égale, sinon je vais mettre celle-là, distance 1 sur distance 1 égale à cette distance 1 sur distance 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre I1 moins tir, n'est-ce pas? Sur I1 moins I2. Dites-moi s'il vous plaît, on va appliquer le même principe maintenant de l'autre côté. Ah oui, 21 moins 0 sur 21 moins, n'est-ce pas? 21 moins 22. Donc je peux avoir plusieurs possibilités. Hein. Je peux dire D1 sur D2 égale à D1 sur D2. D'accord? Donc je peux commencer par I2 moins I1, I2 moins I1 sur I2 moins I égale 22 moins 21 sur 22 moins 0. Donc j'ai beaucoup de possibilités. L'essentiel c'est d'avoir à respecter un principe essentiel. Et donc, si je voudrais voir le tir ici, donc on va brûler les étapes pour aller plus vite. Le tir est égal à quoi? Le tir est égal à la vanne 21 moins 0 sur vanne 1 moins vanne 2, n'est-ce pas? Que multiplie I1 moins I2. Et puis, on va mettre ici I1 plus, n'est-ce pas? Essayez s'il vous plaît de vérifier si la formule est juste. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis? Pardon. Donc, là, c'est moins tir, n'est-ce pas? Donc, on va mettre moins ici. Moins tir est égal à. De l'autre côté, on va passer de l'autre côté. D'abord, on va multiplier par I1 moins I2, c'est ce qu'on avait fait, n'est-ce pas? Et puis, on va faire passer le I1 de l'autre côté. Donc, on va avoir ici moins I1 ici, moins I1. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas le point de tir, on cherche le tir. Et donc le tir est égal à moins plus I1. C'est la formule qui est juste effectivement. Et donc c'est ici, le tir il est connu, la vanne 1 est connue, la vanne 2 elle est connue,
le I1 et I2, ils sont déjà connus. Et donc, effectivement, la seule inconnue, c'est le type. On va faire des applications par la suite, et vous allez avoir l'occasion également d'appliquer cette formule au niveau des travaux dirigés avec le professeur chargé des TD, justement. D'accord? Très bien. Voilà, il nous reste maintenant un dernier indicateur. Pause. Le quatrième indicateur et le dernier indicateur qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est le DRCI. Donc le DRCI, c'est, comme son nom l'indique, c'est le délai de récupération du capital investi. Le délai de récupération du capital investi. Et donc c'est, comme son nom l'indique, c'est le délai pour lequel effectivement le projet ou bien les encaissements du projet puissent effectivement couvrir l'ensemble des décaissements ou bien l'ensemble du capital investi. Donc c'est le délai pour lequel, c'est le délai de la période pendant laquelle le projet arrive effectivement à son seuil, si vous voulez, le seuil de rentabilité. Et donc c'est le délai qui effectivement vérifie la condition, la somme des cash flows actualisés doit être égale à la dépense initiale. Donc cette fois-ci, on cherche le délai et non pas le taux, comme le cas pour le tir. Mais ici, on cherche le délai pendant lequel le projet pourrait effectivement, à travers ses recettes, pourrait couvrir la dépense initiale. Et donc, effectivement, ici, on a cette condition et tout simplement, on peut utiliser effectivement ce qu'on appelle le même principe d'interpolation linéaire pour voir quel est le délai de récupération de récupération du capital investi pour un même projet. Donc, bien sûr, la condition, c'est quoi? La condition pour dire que ce projet est retenu ou rejeté, c'est qu'effectivement, on doit impérativement avoir à choisir un projet dont le délai de récupération du capital investi est le plus court. Surtout dans les projets à haut changement technologique, par exemple, bien à haute composante technologique. Donc, si par exemple un projet, si un entrepreneur mène un projet, ou bien monte un projet qui présente une très grande difficulté d'évolution technologique, et doit récupérer son capital le plus court possible, avant que son projet soit obsolète. Donc c'est la raison pour laquelle il faut utiliser cet indicateur qui est le DRCI. Il doit chercher le projet qui lui rend, ou bien à travers lequel on récupère le capital investi dans le plus court terme possible. Imaginez par exemple, donc c'est le projet qui vérifie cette cash flow T inclus à la dépense monétaire égale à la dépense initiale, effectivement, quand il s'agit bien sûr du temps. On va voir cette fois-ci le temps, c'est-à-dire les périodes justement pour lesquelles il y a cette égalité. Et donc effectivement, on peut utiliser juste un petit exemple pour mieux comprendre. Imaginez par exemple un projet dont la dépense initiale est égale à 3000, d'accord? Et que le cash flow de l'année 1 est égal à 1000, le cash flow de l'année 2 est égal à 1000, le cash flow de l'année 3 est égal à 1000, et que le cash flow de l'année 4 est égal à 1000. Quel est le délai de récupération du capital investi dans ce cas? Bien sûr, accéléré. C'est juste un exemple. Oui? Dans combien de temps on va récupérer 3000 investis? Donc le DRCI pour ce projet, le DRCI pour ce projet est égal à quoi? C'est ça. 3 ans. Mais ça c'est un exemple un peu plus facile. S'il s'agit par exemple d'un projet dont la dépense initiale est égale à 3000, d'accord? Et que le cash flow 1 égale à 1000 par exemple, le cash flow 2 actualisé égale à 1500, et le cash flow 3 actualisé
égalera donc 1500. Le cash flow fois 4 égalera 1000. Quel est le délai de récupération de ce capital investi dans ce cas? Donc après l'année 1, on aura 1000, on récupère 1000, on récupère 2500. Mais à la fin de la troisième année, on récupère combien? 1000, 2500, 3500, 4000. Est-ce qu'on va mettre que DRCI est égal? DRCI est égal à 3 ans ou à 4 ans? Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui? 2 ans et quelques mois. Exactement. Donc on va mettre 2 ans, mais on va avoir à calculer les 2 ans, la fraction de l'année. Comment on va faire? On va procéder tout simplement de quoi? On va procéder tout simplement par interpolation linéaire. Donc par interpolation linéaire, je peux avoir ce schéma. D'accord? Ça c'est le temps, et ça c'est si vous voulez, les cash flows. D'accord? Le DRCI, il correspond à quoi? Il correspond à quoi? Le DRCI, il va correspondre à 3000, n'est-ce pas? Puisque nous avons dit que le DRCI, c'est la durée ou bien la période pendant laquelle on peut récupérer le capital investi. Et donc le capital investi, c'est 3000. D'accord? Et nous avons que ici, c'est 2 et 3. C'est entre 2 et 3. Les 3000, ça existe ici. Donc ici, c'est 2500. 2500, n'est-ce pas? Mais ici, c'est 4000. Donc les 3000, ça existe là. Bien? 3000, ça existe là. Et donc, le cash flow qui correspond à 2, c'est combien? 1500. Et le cash flow qui correspond à 3, c'est. Mais on a omis le fait qu'on doit avoir la somme, parce que ici, on doit avoir le cumul, c'est 1000, ici c'est 2000, ici c'est 3000, n'est-ce pas? C'est le cumul des cash flows. Ici, on a besoin effectivement d'avoir le cumul. Ici c'est 1000, ici c'est combien? 1500, c'est le cumul croissant, ici c'est. Oui? Alors c'est 2500. Et c'est 4000. 4000 plus 1000, c'est 5000. Et donc on va, ça c'est la somme, et bien le cumul des cash flows. 1500. D'accord? Pour l'année 2, c'est au lieu de 1500, c'est 2500. 2500. Et la troisième, c'est 4000. Pour mieux comprendre, justement, je voulais un peu accélérer, mais c'est impossible. Je mets un axe qui présente le temps et un axe qui présente la somme ou bien le cumul des cash flows. Le cumul des cash flows pour l'année 2, c'est 2500. C'est 1000 plus 1500, n'est-ce pas? Et le cumul du DRCI, ce qui correspond au DRCI, c'est 3000. Et bien sûr, la troisième année, le cumul qui correspond à la troisième année, c'est 4000. Et donc, on a toutes les valeurs sont connues, sauf le DRCI. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais écrire au niveau du DRCI ici? Si j'applique l'interpolation linéaire. Yalla, dites-moi s'il vous plaît. Je vais mettre 3 moins DRCI moins DRCI sur 3 moins 2 égale à quoi? 4000 moins 3000, n'est-ce pas? Sur 4000 moins 2500. Et donc là, le moins de DRCI est égal à quoi? C'est 1000 sur 1500, n'est-ce pas? 1000 sur 1500, n'est-ce pas? 4000 moins 2500, c'est 1500. Oui? Moins 3.
que multiplier 1. Que multiplier 1. Donc moins 3. Et donc le DRCI est égal à combien? Faites le calcul s'il vous plaît. C'est 3 moins 1000 sur 1500. Donc DRCI égale, faites le calcul s'il vous plaît, très vite, c'est 2,33. Quelle est l'unité? Dirham? Année. Très bien. 2 années, 33. Donc si je voudrais transformer 33 en mois, qu'est-ce que je ferais? Au mois. Donc je vais prendre 0,33 que je multiplie par fois. Donc 0,33, c'est effectivement, je vais les transformer en mois. Je vais le multiplier fois 12. Parce que effectivement, la règle de 3 me dit que un an, c'est 12 mois. 12 mois, n'est-ce pas? Et donc 0,33 ans, c'est x. Donc x est égal à 0,33 que multiplie 12. C'est ce qu'on a écrit. 0,33 que multiplie 12. Ça donne combien? 3,96. Et donc c'est 2 ans. C'est 2 ans. 3 mois. Je peux même transformer les 96 en jours, en multipliant fois 30. D'accord? Et ainsi de suite. Donc c'est le DRCI de cet exemple-là. Donc je ne voulais pas avoir une vidéo trop longue. Peut-être qu'on va voir des exercices, des applications au niveau du cours, au niveau des TD. Donc c'est ainsi que la vidéo d'aujourd'hui prend fin.